Faut le mettre au fond. Passe ton ballon. Podcast le moins régulier de France. Et oui, c'est bien Passe ton ballon. Très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de cette nouvelle année que l'on vous souhaite belle, joyeuse et avec la santé évidemment. On est ensemble ce soir pour la 5e de cette saison et comme à chaque épisode, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, en cette nouvelle année, a pris comme résolution de ne plus parler, même si c'était déjà un petit peu le cas, de Nemanja Radonjic, sauf cas exceptionnel. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que tu nous as pas parlé de Radonjic. Je crois que c'est depuis les previews Coupe du Monde quand on parlait de la Serbie. Et puis t'as vu sa Coupe du Monde Oui. Il t'a pas trop donné l'occasion d'en reparler. Pas du tout. Ouais, surtout, puis, je pense je vais même plus du tout en parler, je pense. Par rapport à toutes les photos avec des emblèmes de partis politiques un peu bizarres. Donc je pense qu'on va arrêter là. Oui. C'est vrai que ça fait l'actu en ce moment. Là. Il y a d'ailleurs un autre joueur des Balkans qui a signé dans un certain club français. Il y a surtout, moi tu sais, ma malédiction avec les joueurs qui jouent en bleu et noir en Italie. Oui. Tu sais, j'avais souvent parlé de mes joueurs que dès que je les aime bien, il leur arrive toujours des trucs. Donc regarde Lukaku qui enchaîne les blessures, regarde Icardi qui est au fond du trou. Le mec, sa vie c'est devenu une télé-réalité. Et là, j'ai 2 joueurs en ce moment qui vraiment 3 joueurs avec Barella qui me raccrochent vraiment à ce club émotionnellement. Il y en a un qui a annoncé à Paris tous les mois depuis 2 ans. Et l'autre qui a rien trouvé de mieux que chanter Free From Desire de version nazie pendant la Coupe du Monde. Donc bon, tant de te dire que heureusement qu'on aime le club et pas les joueurs qui y sont. Avec nous également, celui qui en cette nouvelle année a pris comme résolution de ne plus parler de calvitie, sauf cas exceptionnel bien sûr. Salut Merwan. Bah écoute, t'es mal renseigné parce que. Écoute. Parce que là, Idriss a parlé de Barella. Je lui ai dit, mais pourquoi tu parles pas de sa calvitie? Elle est quand même incroyable, sa calvitie à Barella. Non, vous avez pas mais moi j'aime bien parce que justement il a abandonné. Il a dit allez hop, c'est bon, ça part. Ah ouais, je vais taper son nom dans Google parce que là je vois pas de calvitie moi, sur Barella. Non mais en fait, les cheveux ont repoussé, mais c'est vrai que pendant la prépa, avant que la saison reprenne, il avait rasé et tu voyais une presqu'île qui s'est détachée au milieu de son crâne. C'était effectivement. En fait, il a ce qu'on appelle un rond-point. En fait, au niveau du toupet, le toupet pour apprendre à nos auditeurs, c'est, vous savez, la touffe de cheveux qu'il y a au sommet, au centre de votre front. Donc c'est ça, souvent, c'est ce qui reste. Et ça va former un rond-point autour de ce toupet-là. Et lui, en fait, c'est hyper creusé. Et vous voyez, en fait, que sa masse de cheveux à Barella, elle est extrêmement volumineuse. Mais que ce qui reste uniquement sur le devant de la tête, c'est le toupet, en fait. C'est cette mèche-là. Mais si tu relèves le tout, tu vois que tu as des gigantesques golfs. Et voilà, c'est la calvitie de Nicolo Barella. J'adore cette discussion. Je suis fan. Tu sais que moi j'ai des gens qui avaient pas trop d'empathie pour Merwan par rapport à ses tweets, ses prises de position et tout, qui depuis l'ère de la calvasse se sont mis à appuyer sur le bouton follow, à liker, à retweeter. Il a attiré du monde. Il a regagné du public. C'est vraiment inquiétant pour moi. Mais bon, la personne que tu mentionnes, elle appuie sur le bouton unfollow aussi. Ok. Ça n'a pas duré. Ce fut court. Peut-être tu dois reparler peut-être un peu de calvitie, peut-être. C'est vrai. Les amis, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Passe ton ballon, le 5e de cette saison. Et on va revenir aujourd'hui sur les 2 premières rencontres de cette 2e partie de saison face à Toulouse et Montpellier. Et oui, on est fin décembre, début janvier, et le foot a repris. Ça fait un peu bizarre, hein, mais l'OM a remporté 2 matchs entre Noël et le jour de l'an. Je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé dans l'histoire, mais en tout cas, c'est arrivé. 2 victoires qui ont propulsé l'OM sur le podium derrière Paris et Lens. On se demandera si cet OM peut aller chercher la 2e place, et même plus. Osons rêver un petit peu comme l'indique ce titre, même si tu as écrit, Idriss, on n'ose pas encore parler de titre, mais on va en parler un petit peu quand même. Je l'ai mis en sous-titre, mais on attend un peu parce qu'à chaque fois on porte la gueule. C'est qu'à chaque fois que je l'ai posé, en même temps je l'ai tellement posé dans l'émission. Il suffit qu'il y ait 3 victoires et on l'envoie, c'est notre marronnier. On se penchera sur ces premiers mois d'Igor Tudor sur le banc, on fera un petit bilan et on se demandera, les gars, est-ce que le technicien croate est-il enfin accepté des supporters? Alors, il n'est pas encore acclamé au Vélodrome, mais les sifflets se font de plus en plus discrets. Et puis on évoquera certaines individualités et on fera une petite page mercato en fin d'émission. C'est mercato qui a débuté depuis quelques jours et lors duquel l'OM devrait se montrer actif ou pas d'ailleurs. On parlera notamment de départ. Il y aura des petites infos qui tomberont. Bref, le programme est chargé, donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 3, épisode 5. C'est parti, Idriss, jingle.
Alors avant de débuter, les gars, on souhaite la bienvenue à ceux qui sont là. On les remercie, Gros Nono, Dutch of Marseille, 14 J14, désolé, je sais pas comment ça se prononce ton pseudo. Bonne année à toi, tu nous souhaites une bonne année, on te la souhaite aussi. Bonne année à Gros Nono qui nous dit bonne année la famille, ça commence 2023 sur Radonjic, ça présage une super année ça. Ouais. Radonjic il est parti encore à l'OM ou pas? Oui. On l'a prêté. Oui, il est prêté avec option d'achat prépayant de 1 ou 2 millions d'euros et donc son d'achat quasiment similaire. Mais tu sais, c'est les options d'achat obligatoires s'il joue 3 matchs, tu sais, conneries comme ça. Oui, donc il va partir, quoi. Oui, non, il va rester au Torino. Il va partir, de même que Milik, Arkadiusz Milik, qui va rester. En fait, le problème, c'est pas par rapport à l'OM, c'est plus par rapport au problème économique et juridique de la Juve. C'est que je pense que la Juve va avoir un petit problème, c'est qu'ils vont devoir se débarrasser de pas mal de choses, notamment, et qu'ils ont peut-être une interdiction de recrutement aussi. Donc, qui dit interdiction de recrutement, dit que tu pourras pas homologuer le contrat de Milik. Donc après, est-ce qu'il reviendra à l'OM? Je pense pas. Je pense que l'OM et le clan Milik vont trouver quelque chose pour partir. Mais il y a une hypothèse. Il existe un monde dans lequel Milik ne reste pas à la Juve. Ça serait surprenant. Mais... Ah oui, non, mais voilà, je te parle de cas où les affaires juridiques de la Juve se font vite juger là d'ici avril-mai et que ça change tout le paradigme du foot européen d'un coup. Notamment un joueur qui est français, qui était titulaire en finale de Coupe du Monde, qui pourrait retourner dans ce club formateur. En parlant d'Adrien Rabiot, par exemple. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Aujourd'hui, on a des... Bon, c'est même des infos, hein, c'est même plus des échos. Dans le milieu, oui, Rabiot est en discussion très avancée avec Paris pour retourner à Paris cet été. Alors ça... Vous l'aurez entendu dans Pastom Malone. Vous l'aurez entendu dans Pastom Malone qui avait des infos sur le PSG. Ouais, bah écoute, on mange avec des gens et du coup... il parle. entre l'OM ou d'autres choses, quoi. D'ailleurs, Rabiot, je crois que Merwan, toi, tu étais pour sa venue, je crois, je me rappelle. Bien sûr. Il y avait eu une rumeur avant qu'il prenne la dimension qu'il a pris ces derniers mois, quand il était un petit peu en difficulté à la Juve. Je me souviens qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Marseille. Et... On en avait parlé dans l'émission, je crois, d'ailleurs. Bah oui, on en avait parlé. Après, je pense que ce n'était que des rumeurs. Peut-être qu'il y a eu renseignement ou pas, mais en tout cas, oui, non, c'est un excellent joueur. Et puis, El tiempo te dará razón, comme on dit. Et on voit bien que c'est toujours un excellent joueur de football, et que ce n'est pas uniquement un besogneux comme on a tenté de le faire croire. Enfin bon, après, c'est un peu le lot du football d'aujourd'hui. Tu t'enchaînes une ou deux saisons où tu es un peu à la cave, et on oublie à quel point tu es excellent, et je pense que c'est le cas de Rabiot. Gros Nono qui nous dit Idriss, il a gagné avec Véronique Rabiot. Avoue-nous tout, Idriss. Si seulement, ma reine. Ma reine, je lui vois un culte, Véronique. On salue Sombrero aussi qui nous souhaite une bonne daronne. En vrai, Véronique, c'est la daronne. C'est vraiment Véronique Rabiot. Avec LA majuscule. Ah ouais, c'est ça. Littéralement la daronne d'Adrien. Tu vois, il y a tout est là. Trop de respect pour cette dame. On va commencer cette émission avec la question qui fâche, vous la connaissez, puisque l'année 2023 a commencé depuis 5 jours. Et comme tu l'as si bien titré, Idriss, l'OM invaincu en 2023. Et oui, c'est beau de dire ça. Et j'ai envie de vous demander, les gars, est-ce que le PSG peut-il déjà trembler? Moi, je vais entendre Idriss. Déjà, moi, je vais faire amende honorable parce que je suis un peu con. Et quand j'ai mis l'OM invaincu en 2023, dans ma tête, on avait joué les 2 matchs en 2023. Le match de Toulouse et le match de Montpellier. On peut même dire 100% de victoire en 2023. Hein. Mais bon, voilà. Du coup, ça marche quand même. Mais est-ce qu'on peut... Non. Non, parce que tu sais, là, on a quoi? On a 7 points de retard sur Paris? On a 36 points, ils en ont 44, c'est 8. Même 8 points, ok. Donc on a 8 points. Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça, 8 points. C'est beaucoup en vrai. Parce que tous les ans, on dit, imagine Paris, on sait pas ce qui peut se passer quand ils sortent de Ligue des Champions, le groupe explose et tout. Ah, mais il suffit qu'ils perdent un match et on dit ça. Donc, Bah oui. Bon. Là, ils étaient invaincus, hein, ils ont fait une défaite là, de la saison, c'était là. Hein. Et ouais. Regarde tout ce qu'il a fallu pour qu'ils perdent en plus. Donc bon, après j'ai pas vu le match, donc je sais pas à quelle mesure Lens a dominé. Apparemment ils ont surdominé, mais bon. Si, ouais, ils sont largement au-dessus. Mais voilà. Mais bon, il y avait quand même, je pense qu'on retrouvera plus Étiquette, Sarabia et Solaire en même temps sur le terrain. Oh Étiquette. Oh Étiquette. J'ai failli l'appeler comme ça devant lui au tournoi, je sais pas si tu te rappelles, mais je me suis vite repris. Mais sinon voilà, bon bref, je pense pas que Lens, alors qu'on dit ça depuis 6 mois, hein, arrivera quand même encore à tenir cette cadence-là.
Parce que là, en fait, ils se sont fait pas mal d'ennemis sur la phase aller où ils vont être très attendus sur les phases retour. Je pense que Igor Tudor, il a la défaite à Lens dans un coin de la dent et qu'il attend juste d'aller à Bollaert pour. Dans un coin de la dent. Oui, j'invente des expressions, je m'en fous. Et pareil pour Paris. Hein, je pense que la défaite à Bollaert, ils attendent juste de les retrouver au parc bientôt. Donc bon, je pense pas que Lens arrivera à tenir cette cadence, tout comme nous. Mais par contre, je pense que Paris est tranquille avec ses 4 points d'avance sur Lens et 8 sur nous, par contre. Je posais la question sous forme de boutade. Hein, mais Bien sûr, j'ai compris, mais bon, oui. pour calmer les plus fous qui diraient regarder cette émission de merde, ils ont fait un débat de titre. On parle un peu sérieusement quand même. Merwan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut rêver ou Non, reste mesuré quand même? En fait, moi, je pense que l'enjeu de cette deuxième partie de saison, ce sera surtout de conserver le podium parce que derrière, ça revient aussi. Il y a même Lille qui est, je crois, à 6 points. Écoute, je te pose une question, je te coupe, je suis désolé, parce qu'on a eu le non. débat au Phocéen. Avec la blessure de Terrier, est-ce que Rennes sort pas un petit peu de cette course? Moi, Rennes me fait moins peur parce que déjà, une équipe entraînée par Pep Genesio, ça me fait pas peur. C'est une équipe qui sous-performe. Oui, il n'y a pas de souci. Après, encore heureux qu'ils soient là avec toute la thune qu'ils ont mis ces dernières années. Parce que tu parlais des concurrents d'un coup. Ça oui, je te réponds, il n'y a pas de souci. Je te laisse continuer. Et Monaco, moi, c'est plutôt Monaco qui me fait peur parce que pour moi, ils ont quand même cette culture du podium. Rennes ne l'a pas. Puis t'as Lille qui joue très bien. Et surtout, en fait, je pense que pour moi, ce mercato, il va être décisif dans l'obtention en fait, du podium parce qu'on a quand même des manques, mine de rien, malgré la belle série en cours. Et on l'a même vu que ce soit contre Toulouse ou là contre Montpellier. Et je pense que, même pas pour parler de titre, parce que vous savez très bien qu'on ne parle pas de titre au fond, si on veut parler de podium, il faudra aussi bien aborder ce mercato, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, et surtout des arrivées, et je pense notamment à devant, et puis on aura l'occasion de l'aborder plus tard dans l'émission. Il ne faut pas oublier l'apport de Bakambu l'année dernière. Dans le mercato d'hiver, Kolasinac, il n'a pas eu l'apport qu'on attendait, même si là, il est très utile. 3 buts. Ouais, mais c'est 3 buts qui pèsent. Hein. Je suis d'accord. 3 buts qui pèsent, et même dans les matchs où il à Metz où il égalise, c'était un match difficile. À Lens. À Lens, il met le deuxième but qui te tue le match. C'est vrai qu'il a mis Nice au Vélodrome. Aussi. Non, il a mis il met quoi? Il met le 3-1, je crois, à Nice. Non, à Nice, c'est le but du 2-1, du 2-0, mais du 2-0 et tu te prends le but derrière. Non, mais c'est le but du 2-0 dans un match où tu respires pas. Delors, ça fait 2 fois qu'il touche le poteau, il libère tout le monde sur son but. Ah, il a eu son apport. Il a eu son apport. C'est pas non plus, c'était pas le game changer, mais il a. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais pour moi, je relativise ce genre de fait. Tu vois, genre, s'il met le 2-0, s'il met pas le 2-0, ça se trouve, Nice ne met pas le 1 derrière. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Au final, on le saura pas parce qu'il restait 5 minutes et que Nice poussait depuis une demi-heure. Tu regardes le but qu'on met. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Justement, tu vois, c'est un but qu'il faut mettre, surtout sur contre-attaque avec une tête comme ça. Il faut le mettre. Et ouais, Matt a parlé d'un match Bourbier à Metz. Moi, je me rappelle du match à Lens où il rentre, il marque. Même sur le match de Strasbourg aussi, tu vois, à la fin, la 38e journée, on le relativise un peu ce match parce qu'il y a eu le but de Ganago. Mais Stéphanie Frappard, de toute façon, aurait appelé la VAR, il y aurait eu le penalty. Et c'était doublé de Bakambu. Il est impliqué sur les 4 derniers buts. Hein. Bien sûr, mais si c'était pas lui, c'était sûrement un autre. Et sincèrement, à voir. Enfin, voilà, merci à Bakambu. Mais pour moi, Bakambu, voilà, c'est quand même anecdotique par rapport aux joueurs. Bien sûr, mais je te parlais juste, quand tu parlais d'apport que le mercato sera décisif, et d'apport d'une recrue sur le mercato, c'est sûr que si on peut avoir une recrue qui apporte plus que 4 buts sur 6 mois, tout aussi important soit-il, je voulais juste rappeler que l'année dernière, notre partie, on a récupéré quand même pas mal de points en récupérant Bakambu. C'est vrai. Les gars, on va revenir sur ces 2 matchs là qu'a joué l'OM là sur cette reprise post-Coupe du Monde donc face à Toulouse et Montpellier, 2 belles victoires. Simplement, j'ai envie de vous demander, les gars, est-ce qu'on pouvait s'attendre, est-ce que vous attendiez en tout cas à un tel niveau avec 2 victoires, beaucoup de maîtrise, voire même de très belles choses dans le jeu, notamment face à Toulouse. Est-ce que vous attendiez à ça ou est-ce que vous attendiez peut-être à une reprise un peu plus timide dû peut-être au fait de la Coupe du Monde, peut-être un déficit athlétique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, les gars. Est-ce que c'était attendu pour vous? Le score était flatteur contre Toulouse. C'est une belle prestation au global. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, si tu joues contre une équipe qui a peut-être un peu plus de qualité ou de réussite devant, tu rentres peut-être pas à la mi-temps avec c'était 2-0, c'est ça? 2-0, oui. Ouais, 2-0. C'est ça, ouais. Tu rentres peut-être pas à la mi-temps avec 2-0 et avec autant d'erreurs derrière, c'était catastrophique, Toulouse, sincèrement. Moi, je suis fan de Nicolaïsen. Oh là là, l'enchaînement, contrôle de la tête, reprise de volée du front. Et sur le 3e but, il se jette alors que Kolasinac n'a même pas encore le ballon. C'est incroyable.
Oui, donc voilà, tu as l'ensemble de ces erreurs-là. Bon, au final, tu fais plutôt un match intéressant, mais tu as quand même des gros défauts qui, pour moi, restent gênants. Après, bon, c'est normal, on n'est pas le Real Madrid. Hein. Tu as quand même une belle entame. Avec Montpellier, pour le coup, moi, j'ai trouvé le match un peu plus maîtrisé qu'à Toulouse, malgré que le score soit tout à fait différent. Pour le coup, je trouve qu'on a été solide derrière. Certes, ils ont des situations, mais jamais d'occasions franches. Bah, ils n'ont pas tiré au but jusqu'au pénalty de Savanier. C'est ça. Et devant, mine de rien, je trouve que tu fais une belle entame de match. Derrière, tu subis un petit peu. Et deuxième période, pardon, tu maîtrises globalement. Tu es plutôt intéressant. Certes, tu as peut-être moins de situations, mais ça va dans les deux sens. Et derrière, tu concrétises un coup de pied arrêté. Contre son camp, certes. Mais tu n'as jamais eu la sensation, en tout cas, d'être en danger face à Montpellier. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant parce que défensivement, l'OM, c'est quand même assez fébrile, notamment en termes de vagues. Tu t'es pris beaucoup de vagues depuis le début de saison. Et contre Montpellier, c'était un peu moindre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Idriss. Je suis pas d'accord. Ok. Je trouve qu'en fait, les vagues, elles sont plus impressionnantes qu'autre chose. Parce que je trouve qu'en fait, ça y est, l'équipe s'est trouvée dans son animation défensive, dans le repli. Et après, la grosse différence et le facteur de cette équipe sur la deuxième partie de saison, ça va être Eric Bailly. Parce que Kolasinac, Gigot et Balerdi, quand ils se sont... Kolasinac a été par défaut à chaque fois qu'il a été installé dans l'axe. Mais voilà, Gigot et Balerdi ont bien fait le taf, plutôt, sur les 6 premiers mois. Mais voilà, quand il y a Tonton Bailly derrière, de suite, c'est différent. Contre Montpellier, il n'y avait que Eliwahi, Nordin et Mavididi. Mais j'ai vu un joueur de classe mondiale face à une petite équipe de Ligue 1. J'ai vraiment vu la différence de niveau, comme à chaque fois qu'on la voit quand Bailly joue, sauf qu'il joue jamais plus d'une demi-heure par match. Donc, si on arrive à récupérer un Bailly à 100%, et voilà, ne vous attendez pas à ce qu'il joue samedi contre hier, tu pourrais avoir une défense à 3 avec Balerdi, Gigot, qui tu veux, et Bailly, Mbemba. Pardon ? Gigot sera de retour d'ici là ? Non, pas samedi, je te dis sur toute la deuxième partie de saison. Okay, si ta défensif, c'est Balerdi, Gigot, qui tu veux, même Kolasinac, tu pourrais rentrer dans la discussion, j'y verrais pas de problème. Avec Mbemba et Bailly à 100% à côté, moi, sur mon animation défensive, sur les vagues qu'on prend et sur le marquage individuel demandé par Igor, je me fais aucun souci. Aucun souci parce que, en fait, c'est le problème de l'individuel. Non, bien sûr, mais sur les deux matchs qu'on vient de passer là. T'en as pensé quoi, toi ? Mais parce qu'en fait, j'ai vu, à chaque fois que je nous ai vus loin du porteur, c'était justement pour le laisser venir. Après, c'est parce qu'on joue Toulouse et Montpellier. Mais tu vois, je me suis... À aucun moment pendant les deux matchs, j'ai vraiment eu peur de... Je me suis dit, oh là, ça fait 5 minutes qu'on prend l'eau. J'ai eu un sentiment de maîtrise absolue que j'avais pas vu défensivement à l'OM depuis la première saison à Villas-Boas, quoi. Ok, Matt, t'en penses quoi, toi ? Non, moi je suis d'accord avec Idriss. Je trouve qu'il y a une maîtrise vraiment, et notamment défensive. Et je te rejoins là, sur ce que tu disais, Marwan, sur. Non, c'est toi, Idriss, qui disais sur l'animation défensive qui a été trouvée. De plus en plus calée. Hein. Et l'apport de Bailly, parce qu'il a une science au-delà de son niveau défensif sur l'homme, il a une science tactique qui fait qu'il arrive à rassurer tout le monde et à placer tout le monde en fonction de la contre-attaque adverse. C'est un vrai chef de défense. Son match face à Eliwahi, qui en plus c'est pas facile du tout à marquer. Hein. Eliwahi, super joueur. Il a été pris une ou deux fois, ouais, donc c'est bien la preuve que Eliwahi est un super attaquant, mais il a fait un match, il a fait un super match, Bailly. Et non, mais il faut pas le faire jouer. D'autant plus, une raison de plus pour ne pas le faire jouer, c'est quand c'est après-demain, qu'on joue contre hier. Pas le faire jouer, le préserver au maximum pour que tu puisses profiter au maximum de ces quelques minutes qui t'offrent en fait. Ces 60 minutes par-ci par-là. Il faut en profiter à fond parce qu'il est tellement fort. C'est incroyable. On parlera de la défense d'ailleurs un peu plus tard, les gars, dans l'émission. On se demandera quel est votre défense type, tiens. Parce que s'il y a Mbemba qui ressort, qui est évidemment incontournable, mais à côté de lui, entre Bailly, Balerdi, je me souviens juste, Matt, la comparaison que tu avais fait avec Bailly en disant que c'était les chaussures en cuir que tu ressortais uniquement pour les mariages. Et je l'ai trouvé excellente et j'y pense souvent quand je regarde le match. Mais pour le coup, je trouve que ça pose quand même une question, c'est que on a l'impression d'avoir enfin trouvé notre formule, mais avec un joueur sur lequel on ne sait pas si on peut se baser. Exactement. Donc c'est d'où la difficulté de cette animation défensive et même de se projeter au final. C'est ça. Tu peux pas te dire on est tranquille, on est serein jusqu'à la fin de saison parce que tu as un joueur qui est tellement fragile
il peut te péter entre les doigts à tout moment, quoi. Donc c'est compliqué. On salue Ben Blandin qui nous rejoint, Yanis aussi, on te souhaite une bonne année aussi. Voilà, tous les habituels qui sont là, Carlitos également qui est là. Salut les gars, ça fait plaisir de vous retrouver. Les gars, on parle de Bailly, on parle de Mbemba, on parle de ces joueurs-là. J'ai envie qu'on parle d'un aspect de cette équipe et qui rejoint un petit peu ce qu'on disait là sur le niveau affiché malgré la coupure de mois, c'est la dimension athlétique de cette équipe. Est-ce qu'on n'est pas là sur le vrai point fort de cette OM, cette dimension physique athlétique, cet impact qu'on met, ce pressing qui, alors qu'on a un peu moins vu face à Montpellier, mais qui est incessant. Comment vous le jugez là, cet impact physique? Est-ce que c'est pas le point fort, les gars, de cette OM? Vas-y. Oui et non. Oui, parce que c'est quand même un point fort de l'animation de Tudor. Je pense que c'est quelque chose qui essaie d'être impulsé. Mais non, parce qu'il y a quand même des postes où on a été quand même assez fébrile dessus. Je pense mais pour le coup, et j'y reviendrai après, le duo ronge tout. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Voilà. Il s'est quand même montré fébrile sur ce niveau-là, surtout Jordan Verretou. Mais pour le coup, je les ai trouvés intéressants. Contre Toulouse et surtout contre Montpellier. Notamment parce qu'ils étaient beaucoup plus présents sur les transitions et aussi avec ballon, où j'ai trouvé pour le coup qu'à plusieurs reprises, Verretou, il a réussi à casser des lignes et trouver des lignes de passe intéressantes, même si je pense que en termes d'impact, il faut apprendre à être solide parce que on se prenait énormément de vagues parce qu'on ne les voyait pas aussi en transition défensive. Mais il faut aussi être présent avec ballon. Et pour le coup, je trouve que c'est là où encore ça pêche dans un autre aspect de l'impact physique, c'est que devant, on n'a pas l'impression en fait que, et surtout Jordan Verretou, parce que je pense que c'est son rôle et c'est lui qui doit le faire ça, proposer des courses et des déplacements un peu plus offensifs. On les voit souvent sur la même ligne, parfois même Rongier un peu plus haut en phase offensive. Et c'est vrai que je pense que Verretou techniquement, et même à la frappe, et même à la course, je pense qu'il peut être beaucoup plus dangereux que ce qu'il n'est actuellement. Et c'est vrai que on a encore des joueurs qui ont du mal à mettre le bon impact au bon moment. Et je pense que ça fait partie des gros axes de progression en fait, de cette deuxième partie de saison. Même le pressing, on voit que parfois on fait une presse tout-terrain, parfois on le fait pas du tout, parfois on le fait un tiers, parfois on le fait deux tiers, parfois on fait tous ensemble ou personne. Et c'est vrai que cette régularité, je trouve qu'elle est encore à trouver sur le plan physique à l'OM. Alors je vais continuer ce que dit Merwan. En parlant de Jordan Verretou, moi aussi j'aimerais l'avoir plus haut, mais moi tu vois, j'aimerais plus avoir la paire Rongier-Guendouzi et d'avoir Verretou dans les trois de devant. Ah ouais? Ouais, quitte à mettre un des 6 devant, je préfère avoir Verretou parce qu'il a plus le pied pour que Guendouzi. Et Guendouzi, lui, il aime bien jouer avec un peu moins de pression. D'ailleurs, il y a une photo qui va s'afficher sur Twitch, si ça ne l'est déjà pas, que je viens de retrouver sur la page rouge, vous allez rigoler. Avec Harid derrière en plus. Et Harid derrière, ouais. C'est Harid derrière, je n'ai même pas fait c'est Harid derrière. C'est lent cette photo. Elle est bien cette photo. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Verretou, le problème, c'est que lui, dans le système actuel de Tudor, quand il est aligné avec Rongier, c'est que c'est le garde-fou de Tavares. Que quand Tavares se jette comme un malade devant, c'est lui qui vient jouer latéral gauche pour fermer la défense de 4. Il compense énormément. Ouais. Donc je pense que ça ne le dérangerait pas, parce que rappelez-vous, son premier match à Nantes, il joue côté droit et on le voit faire de longues passes en profondeur, se projeter tout et tout. Mais il n'a plus fait depuis. Je pense que c'est tactiquement... Pardon? Rongier, du coup, c'est le garde-fou de l'autre côté. Ouais, mais l'autre est un peu moins fou quand même. C'est vrai, mais pour le coup, il faut trouver une solution parce que si tu mets Guendouzi, c'est pas Guendouzi qui va couvrir le côté. Hein. Ouais, mais Guendouzi, il va juste dire à Tavares, frérot, tu montes, je te balaye. Mais tu sais que c'est ça le problème. Hein. Je pense que Guendouzi, il a un profil quand même un peu bâtard. Hein. Dans le sens où, moi, je l'ai vu encore plusieurs fois. Il court à côté des gars en transition défensive. Il court, S'il n'arrive pas à intervenir une fois, il se désintéresse. Et c'est un truc de zinzin parce que ça arrive systématiquement. Et peut-être que dans l'esprit de Tudor, et ce à quoi on n'a pas pensé jusque-là, parce que je pense que tu apportes un point intéressant, c'est que peut-être que Verretou apporterait plus devant, mais que Guendouzi apporterait moins derrière. Tu vois? Et peut-être que ça entre aussi dans la réflexion du fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ce double pivot? Peut-être que Tudor s'est dit, cette formule, c'est le moindre mal, parce que, en fait, défensivement, je pense qu'on a un problème d'équilibre, du moins à soutenir nos déséquilibres dans cette équipe. Et que si on met Guendouzi derrière, ce sera encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. J'ai pas eu la même observation que toi sur les récup de Guendouzi, mais je te fais confiance. Parce que ça m'a pas sauté aux yeux. Ok. Dutch of Marseille qui nous dit la porte de Bailly permet à Rongier et Verretou d'être plus à leur avantage.
Peut-être un peu déchargé de certaines tâches, peut-être, oui. Peut-être même si la tête à l'endroit aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Et puis de toute façon, Verretou était sur une pente ascendante avant la Coupe du Monde. Oui, il a bien fini. C'était quasiment un des meilleurs de l'équipe contre Tottenham. Donc. Moi, je trouve encore bien neutre, hein, les amis, mais je pense qu'on passe déjà de mauvais à quelque chose d'acceptable, voire même d'intéressant sur certaines phases. Oui. C'est encore largement perfectible, oui. Mais c'est pour la Ligue 1, quand tu joues contre des Toulouse, Montpellier, là, en l'occurrence, c'est largement convenable, quoi. Donc, Effectivement, ils sont bons tous les deux. On reviendra sur les individualités un peu plus tard, les gars. On parlera notamment, on a dit de Mbemba, de Payet aussi un petit peu, qui a retrouvé du temps de jeu, évidemment, avec la blessure d'Amin Harit. Les gars, on le disait en introduction, l'OM qui est 3e, qui a retrouvé le podium grâce à ses 2 victoires. On les avait laissés 4e après la victoire à Monaco. Est-ce que l'OM est à sa place finalement sur cette première partie de saison? Il y a eu ce trou d'air là avec ces 3 défaites et encore trou d'air seulement au niveau des résultats parce que dans le jeu ça restait cohérent. On se rappelle les matchs face à Lens notamment, pas très bien payés. Est-ce que les gars sur ces 6 premiers mois, l'OM 3e c'est la place de cet OM? Est-ce on devrait être plus haut? Oui, c'est la place de l'OM pour vous? Oui, c'est quand même sa place. Je pense que Lens a été meilleur que nous et l'est toujours actuellement. Ils sont capables d'atteindre un niveau qu'on n'a pas encore atteint, je trouve. Après, je pense qu'on est quand même plus régulier parce que quand Lens, ça plonge. Après, à voir à terme. Une saison, c'est long, ils sont encore devant et c'est simplement mérité. Et je pense que nous, on a aussi eu des gros trous d'air et on a aussi une grosse limite, je trouve, que c'est devant. C'est que quand les matchs ils sont serrés, on a du mal à mettre un peu ce coup de collier que nous procurait peut-être un joueur de talent en plus dans ce trident offensif. Et c'est pour ça que je pense que ce mercato-là, il va être aussi décisif pour savoir ce qu'on peut espérer la 3e ou la 2e place. Après, peut-être que ça suffira sans, mais je pense qu'aujourd'hui, on a notre place. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Idriss. Hop là, j'étais en train de me battre avec le chat sur OBS. Mais oui, je pense qu'on a notre place. On paye la saison complètement folle de Lens. Hein, on rappelle, ils ont battu tout le monde. Une défaite face à Lille. Une défaite, c'est fou. 17 matchs. Une seule défaite au bout de 17 matchs. Meilleure défense aussi. Donc voilà, après, Danso, il va pas jouer à ce niveau-là tout le temps, lui, non? Il est fort, hein. Mais il est monstrueux. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a dit d'une équipe, non, ils vont pas tenir, tu sais, une équipe un peu inattendue, au final, ils ont toujours tenu, quoi. Le truc, c'est que cette équipe souvent inattendue, c'est Lens, en fait. Et tous les ans, ils tiennent pas. Ça dépend. Hein. Parce qu'au final, ça fait 3 ans qu'ils échouent l'Europe à la dernière journée. Ouais, mais là, ils sont en train de prendre un matelas. Ah oui, non, mais moi, pleine confiance incroyable. Elle est enthousiasmante, cette équipe. Hein. Oui, s'ils peuvent être le 3e en Ligue des Champions à la place de Monaco, moi, ça me va très bien. Oui. Mais voilà, tant qu'on est 2e. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont un rythme. Là, même Rennes a un rythme à 2 points par match. Même Monaco, on n'est pas loin. T'as un championnat à 45 défaites, à 45 vitesses, où t'as un gros wagon du haut qui prend beaucoup de points. Là, enfin, Lorient a commencé à perdre. Ouais, Lorient, ça décroche un peu, ouais. Mais voilà, t'imaginais, juste avant la Coupe du Monde, Lorient, ils avaient 2 défaites dans la saison. Et ils mettaient 4-0 à tout le monde. Au bout d'un moment, Au bout d'un moment, même nous, on peut plus s'arrêter, là. Là, jusqu'à Lille, c'est serré. Après, c'est vrai qu'il y a un trou avec Lyon, 8e, qui a... À Lyon, vous savez que je connais assez bien ce club. Et il y a des gens au club qui me parlent déjà de fin de saison, de si on finit au-dessus de la 15e place, c'est déjà très bien. Mais Lyon qui est plus proche de la zone de relégation que du podium. Hein. C'est assez fou à dire. Mais... En vrai, hein, au-delà de la rivalité, mais ça fait plaisir que ce club qu'on loue depuis 20 ans. Oui, mais Lyon, c'est la régularité. Lyon, regardez, ça arrivera jamais ce qui se passe à l'OM. Ça fait 4 ans que ça arrive. Directeur sportif en bois, coach qui vient, qui remplit le club d'agents, les guéguerres entre le directeur sportif et le coach. Ils ont mangé 10 ans d'OM en 3 ans. Oui, c'est pas fini, j'ai l'impression. Ah, mais non, c'est pas fini, c'est ça qui est encore bien. Ils ont Franck Passy, tout peut se passer. J'ai même l'impression que ça fait que commencer pour eux. Franck Passy, Ludovic Giuli. Franck Passy, tu sais qu'il lui manque que Lyon, là. Moi, je me languais le jour où Laurent Blanc va se faire virer et que Passy va être coach intérimaire. Parce que Passy, il aura été coach intérimaire de l'OM, de Montpellier, de Monaco et de Lille. Oh là là là. Le pantouflage. Hein. Et là, il lui manque que Lyon. Vas-y, frérot, on est avec toi. C'est incroyable quand même. Non, mais oui, c'est vrai que Lyon s'est foutu de toute façon. Mais tu sais que Matt, j'ai même pas envie de parler de blanc ou quoi. Au bout d'un moment, c'est plus haut, quoi. Oui, c'est plus haut. Vous avez vu les pistes pour le mercato qu'il y a, la planification sportive. T'as des jeunes on n'est pas là pour parler de Lyon, hein, mais il y a des jeunes qui sont extrêmement talentueux au centre, ils jouent même pas. Parce qu'on a promis des statuts à d'autres. C'est un truc de fou. Incroyable. Mais c'est l'OM. C'est paralysé ce club. Après, ils sont devenus l'OM.
À force de vouloir nous voler nos pistes mercato, ils sont devenus nous. C'est ça. Sombrero qui nous dit Idriss, il parle de la situation de l'OL avec la main dans le falzar. Mais de ouf. Mais parce que je te dis, je connais des gens qui travaillent au club et qui me disent le club va couler. Oh, c'est incroyable. Mais il y a 14 qui, en plus la polémique White Lovren, c'est à mourir de rire. Oui, on en parlait en introduction. Il y a rien qui va là. Ça prospecte sur F2 souche chez Roula. Voilà. Sur valeurs actuelles, ça y va là. La charnière Lovren-Boateng, incroyable. Oh là là. Un il frappe sa femme et l'autre il fait des saluts nazis, c'est génial. Les gars, on revient sur l'OM un petit peu. On se moquera de Lyon encore dans cette émission, je pense. On va parler d'Igor Tudor, les gars. On est resté un petit peu là sur quelques individualités. On va parler d'Igor Tudor, la patte Tudor qu'on commence à voir de plus en plus. On a une vraie identité de jeu cette saison, ça fait plaisir à voir. Et justement, on se demandait, les gars, est-ce que le coach croate est-il en train d'être définitivement accepté? On sait qu'il a eu des temps difficiles, sifflé au début de saison, on va pas refaire l'histoire, etc. Il a même été encore sifflé peu avant la Coupe du Monde, quand on a eu cette série de défaites. Il y a eu des mouille le maillot casse-toi dans une certaine partie du virage sud qui ont fleuri. Et voilà, c'était pas très agréable. C'était drôle, ça. C'était drôle, hein, c'était agréable, on va dire, c'était agréable. Non mais les gars, est-ce que ça y est, on a enfin accepté ce coach qui, de toute façon, j'ai l'impression, ne fera jamais vraiment l'unanimité au sein des supporters. Est-ce qu'il est accepté là? Ça y est, est-ce qu'on sentait les supporters derrière lui à 100%? En fait, il faut faire la différence entre Twitter, ceux qui sont au stade, exactement, et la majorité, parce que je pense que la majorité, en fait, il est là, quoi. Donc, ils se disent, voilà, il est là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il a ses résultats qui sont plutôt corrects pour l'instant. Il est dans les temps de passage d'une saison qui est intéressante. Faut jamais banaliser un podium, l'Olympique de Marseille. Et ce qui fait du bruit, donc dans les virages, qui est une petite partie du virage sud, ou une partie du virage sud. Après, c'est vrai qu'il est arrivé dans un moment tumultueux où tu arrives. Je vous recommande l'article de Mourad Ahertz dans SoFoot aujourd'hui, où il fait un petit peu l'historique. Et c'est vrai qu'en fait, Tudor arrive après Sampaoli et Villas-Boas, deux entraîneurs avec une forte personnalité. Et lui arrive un petit peu avec son côté un peu prince sans rire. Et c'est vrai que c'est pas forcément le fit habituel avec une ville aussi chaude que l'Olympique de Marseille, enfin que Marseille. Et il dénote même autour de la presse locale. C'est vrai qu'il a donné des réponses assez laconiques en conférence de presse. Du moins, il n'a rien fait pour se faire aimer. Et pour le coup, il a quand même fait le dos rond. Il a changé un petit peu de ton en conférence de presse. Et c'est quand même aujourd'hui un personnage qui est beaucoup plus accepté. Après, évidemment, les résultats sportifs vont rassurer un petit peu les supporters de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat. Il y en a un petit peu, mais sur les sphères un peu sombres de Twitter. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal, j'ai encore des réserves sur son plan de jeu et sur ce qu'il peut faire, mais je ne peux pas être définitif ou du moins être particulièrement véhément vu ce qu'il a à disposition. Donc oui, non, il est largement toléré aujourd'hui, voire même apprécié par certains. Et même au-delà des résultats, c'est le jeu qui, moi je trouve, ne peut que te convaincre au final quand tu supportes l'OM. Mais tu sais ce qu'elle manque, cette équipe, pour que Tudor soit apprécié. Elle manque d'identification. Qu'est-ce que tu appelles par identification? C'est que si, et c'est une théorie complètement personnelle, chaque grand coach qui a laissé sa patte dans ce club a été affilié à un joueur. On a eu la relation Lucho-Deschamps. On a eu Gignac-Bielsa. Que ce soit pas forcément le symbole du jeu de l'équipe, mais juste une équipe qui est représentée par un joueur. Et il y a eu Payet, Rudy Garcia. Et là, pour Igor Tudor, pour l'instant, il n'y a personne. On s'attendait à ce que ce soit Alexis Sanchez. Alexis Sanchez est très bon, mais il ne score pas énormément. Et au final, on n'en a pas besoin. Regardez le match de jeudi dernier contre Toulouse. On gagne 6-1, il y a 6 buteurs différents. Merci Nicolaïsen. Mais ce qui veut dire que dans cette équipe, et regardez le nombre de buteurs différents qu'on a eu, je crois qu'on est l'équipe qui a le plus de buteurs différents en Ligue 1 depuis le début de saison. La relation Largué-Bamba qui lui dit gros nono. Largué-Bamba aussi, ça marche. Vas-y. Il y avait Elibo Valbuena, voilà, je savais que j'en avais oublié. C'est à ça que je pensais. Pas si Ubocan. Passi, c'était Gomis en vrai, avant que Garcia vienne faire chier. C'est vrai. Mais voilà, alors que cette équipe d'Igor Tudor, c'est une équipe qui est putain de collective. Et que malheureusement ou heureusement, chacun fera son avis. Hein Mitchell. C'était Batshuayi.
Ouais. Non, en vrai, c'était la Sanadjara. Hein. Possible. C'était l'équipe de la Sanadjara. Mais alors que là, voilà, on peut dire c'est l'équipe de Sanchez, c'est l'équipe d'Mbemba. Mais pas vraiment. Parce que cette équipe. Michel Nkoudou. Yannis, il dit dans le chat, pardon. Ouais, c'était un mois de novembre. Après Nkoudou, il n'y a plus rien. Cette équipe, on ne sait pas vraiment quelle est sa force. Si c'est le milieu de terrain, si c'est ses pistons, si c'est son trio offensif, ou si c'est la force de sa défense. Parce qu'au final, peu importe qui on met derrière, ça se passe toujours plus ou moins bien. À part quand Balerdi pète les plombs. Donc, moi je lui dis bravo, tout ça, mais on n'est pas là pour parler juste de son travail. La question de Mathieu, c'est de savoir s'il a accepté. Je pense qu'il a une cote qui est assez élevée quand même chez les supporters marseillais. Le truc, c'est qu'il est arrivé sans hype. Alors qu'on a été habitué avec des coachs qui arrivent avec une grosse hype. Sampaoli, avec la promesse du jeu. Il y a eu Villas-Boas, on a déjà vu ce qu'il faisait à City, à Chelsea, nanana. Bielsa, il avait déjà des chiffres à son nom alors qu'il n'était même pas encore là. Donc, lui, il est arrivé avec sans hype, avec les sifflets et tout. Donc, il va devoir conquérir et marquer son époque et son passage d'une performance. Je pense que la deuxième place avec des champions ne suffira pas. Et que ça dépendra soit d'une deuxième saison, soit du parcours en Coupe de France. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il ait donné une identité de jeu vraiment très significative. Je veux dire, l'OM est peut-être la seule équipe de Ligue 1 qui joue de la sorte, elle est peut-être Lens. Hein. Ah oui, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas du tout pareil. Hein. Moi, pour le coup, je reste sur ma fin sur ce qu'on propose. Oui, moi je considère que c'est bien, mais que c'est pas non plus. On joue avec 2 joueurs offensifs par match, quoi. Ouais, en termes d'attaquant pur. On a toujours des limites, on en a parlé lors de la dernière mission avant la Coupe du Monde. C'est des noms couchés sur une feuille. Après, dans les intentions, tu vois bien que ça va quand même un peu plus loin que seulement 2 joueurs offensifs sur le terrain. Non, on te parle de profil offensif. Parce que oui, tu vas demander à Klose et Tavares de jouer plus haut, de jouer comme des ailiers. Tu vas demander à Guendouzi d'être dans la zone. C'est ça qui est intéressant. C'est pas. Non, mais c'est intéressant. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est dommage dans le sens où tu as des joueurs qui sont capables de faire mieux dans ces zones du terrain qui sont sur le banc. Oui, je vois. Et puis tu surresponsabilises des joueurs qui font qu'au final, tu es stérile devant. Que sincèrement, tu as du mal à. Enfin, j'ai bien vu cette stat assez flatteuse sur le nombre de buts de Sampaoli et de Tudor. Mais pour moi, c'est pas parce qu'avant tu partais de 0 que tu dois te satisfaire de 1 ou 2. Tu vois. Et le truc, c'est que sur des matchs, si tu es clinique, si tu mets plus de buts ou tu as des joueurs qui sont capables de les mettre, peut-être que contre Lens, tu gagnes. Peut-être que contre Tottenham, tu gagnes. Peut-être que contre Francfort, tu gagnes. Et au final, ça fait largement la différence. Parce qu'il y a plein de matchs où tu te dis, putain, mais on n'arrive même pas à être déséquilibrant. Il y a plein de fois où tu te dis, mais il n'y a même pas de présence dans la surface. Il y a plein de fois où tu te dis, mais Alexis, combien de temps il va tenir à ce rythme tout seul? Guendouzi, qu'est-ce qu'il est frustrant quand même à ne pas savoir faire la passe au bon moment dans le dernier tiers. Et en fait, moi, c'est là où je reste sur ma fin parce que, certes, il n'a pas forcément tous les profils idoines pour combler ces problèmes-là, mais il y a quand même d'autres manières de faire qui étaient possibles. Voir Gerson peut-être à un autre poste, Guendouzi plus bas, peut-être Bamba Dieng, même si je ne suis pas forcément un grand fan de Bamba Dieng, mais pour moi il mérite au moins d'être testé avec Sanchez dans les 2 derrière. Payet, on aurait pu le voir un peu plus à des moments. Et encore, je peux continuer comme ça, qui fait que, ok, il a pris des partis pris qui ne sont pas forcément avérés extrêmement payants, et qui font que j'attends de voir cette deuxième partie de saison pour voir comment est-ce que, déjà d'une, on va lui donner un matériel qui sera différent devant, parce que je pense qu'il en a besoin et que ça se discute en interne par rapport à ça. Et comment est-ce que il va réussir à s'adapter à ses échecs? Est-ce qu'il va être réactif? Parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce pour qu'au final, il recommence la même chose la semaine prochaine. Donc, il y a aussi des choses à voir. Et c'est pour ça que j'aime pas trop, tu vois, ce débat, oui, est-ce qu'il a accepté ou pas? Comme si on devait l'accepter. Non, on a le droit d'avoir un avis sur Tudor. Non, mais quand tu peux le critiquer, il est critiquable sur certains points. Hein. Moi, la question que je pose, c'est finalement, quand on l'a quitté avant la Coupe du Monde, il était encore un peu décrié parce qu'on sortait que de 2 victoires contre. On sort d'un mois de novembre très difficile où que tu arrives à atténuer un petit peu par 2 victoires contre Lyon et Monaco. Par Tottenham, hein, et entre les deux, il n'y a quasiment pas de victoire. Voilà, ouais. Donc là, il était quand même assez décrié. Des médias locaux, dont on ne citera pas le nom, en faisaient même des unes où ça parlait même d'un possible départ. Enfin, je veux dire. Il a quand même eu des moments assez compliqués lors du mois de novembre, tu le disais, Idriss. Donc, la question de se dire est-ce qu'il est accepté, c'est est-ce qu'il a réussi à retourner un petit peu l'opinion publique autour de lui, qui était de toute façon qui est parti avec un a priori négatif, à charge. C'est vrai. Moi, je te trouve un petit peu sévère sur le jeu parce que
si tu regardes sur les résultats, sur les matchs qu'on a fait, je nous trouve quand même, la plupart du temps, on est dominant la plupart du temps. Alors, effectivement, on fait pas tout le temps des grands matchs, mais on est plutôt dominant. Je n'ai pas un souvenir d'un match où on a été dépassé, vraiment. Moi, j'en ai plusieurs. Hein. Moi, j'ai les 2 contre Francfort. Les 2 contre Francfort, c'est ce que j'allais dire. Non, mais aucun des deux. Tottenham Mobile, t'es dépassé. Hein. Non, je suis pas d'accord du tout. J'ai fait le compte occasion par occasion, tu te fais laver. Hein. Non. C'est juste parce que tu laisses des boulevards derrière, parce que tu attaques à tout va, quoi. Mais si Tottenham l'aimait, t'es plus en vie. Oui, mais si tu l'aimais, Tottenham aussi. Donc, Oui. Non, moi, je le trouve rarement dépassé, je le trouve très souvent dominant. Je suis pas d'accord aussi avec toi sur la présence offensive. J'ai encore 2-3 actions en tête contre Montpellier où je me suis amusé à compter sur le résumé. On était 5, 6, 7 dans la surface. Non, c'est pas la présence, c'est la passe. C'est que t'as trop de joueurs qui sont trop brouillons dans la dernière passe. Oui. Mais ça, après, et là, c'est un reproche qu'on peut lui faire, c'est d'aligner des joueurs pas forcément à leur poste. On parlait de Guendouzi, on parlait de la surresponsabilisation de gars comme Verretou ou Rongier. Sur ça, je vous rejoins. Oui. Je trouve qu'on est hyper stérile. Hein. Certes, tu as des matchs comme à Lens où tu as eu pas mal de présence devant, hein, mais tu as beaucoup de fois où tu as Sanchez qui est tout seul. Et en fait, à chaque fois, en transition offensive, l'offensif, il doit faire un exploit de dingue pour réussir à transmettre ou gagner des mètres. Et c'est avec ça, en fait, que j'ai du mal. Je veux dire, quand tu vois le niveau qu'affiche Lens et le match qu'on a fait contre eux, alors certes, on perd, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur match qu'on ait fait cette saison face à Lens, hein, où on a eu un nombre d'occasions incalculables. On était tous sauf stériles. Contre eux. Donc, au final, quand tu es stérile, c'est que tu n'arrives à rien produire. Au final, tu marques pas. Tu as beaucoup produit contre Lens. Hein. Tu marques pas, tu as des grosses situations où tu marques pas. Tu marques jamais. Que tu produis pas. Non, mais c'est à chaque fois pareil. Et tu ne gagnes pas les matchs. Comme il dit Gono dans le chat, je le rejoins. Et Lens, ils font vraiment un load-up chez nous. Hein. Encore plus que le match de l'an dernier. Ça arrive tout le temps. Basculé sans Paoli. Hein. Mais ça arrive tout le temps. Francfort, c'est pareil. Tu as le ballon, t'en mets pas une. Non, Francfort, c'est pas un hold-up. Francfort, ils sont meilleurs que sur les 2 matchs. Les 2 matchs, on n'est pas au niveau. Ils sont meilleurs que nous. Comptez les matchs où à chaque fois on peut dire putain, si on les avait mises. Franchement, mais c'est là où moi je te rejoins. C'est là où moi je me mets un peu entre vous deux. C'est que moi je suis d'accord avec Mathieu que l'animation me va. Mais par contre. J'ai trop de problèmes avec les hommes qui la mettent en place. Oui, c'est parfaitement résumé. C'est le choix des hommes, plus que l'animation et le système. Et le truc, c'est qu'en plus, on en parlait, regarde tout à l'heure sur Verretou et de Guendouzi par rapport au repli de Tavares, c'est que beaucoup de joueurs où tu pourrais dire, mais lui, putain, si on met lui dans les 20 derniers mètres, on dit oui, mais le problème, c'est que si tu le mets pas l'autre, ben, peut-être qu'on n'y arrive pas aussi vite dans les 20 derniers mètres. Ouais, c'est ça. Donc c'est un truc de choisir son poison à chaque fois. Et Tudor préfère la maîtrise en se disant un joueur moyen va peut-être, en multipliant les occasions, on va peut-être réussir, même avec des joueurs moyens dans le dernier tiers, à faire une différence que en essayant d'avoir des joueurs, disons, un peu plus talentueux, mais un peu moins besogneux. Ah, mais tu as très bien résumé, je crois que... Au final, nos avis ne sont pas si divergents, hein, Merwan. Je crois qu'en fait, sur le choix des hommes, par contre, on est entièrement d'accord. Ah, mais bien sûr. C'est le principal reproche que je ferais à Tudor, et notamment tu parlais de Bamba Dieng, et pour moi c'est le principal grief que j'ai envers lui, c'est de sous-utiliser ce joueur qui est parfaitement adapté à ce qu'il veut mettre en place. Est-ce que vous savez combien de temps cette saison a été aligné le trio Sanchez, Payet, Dieng en même temps sur le terrain? Je sais même pas si c'est arrivé. Hein. C'est arrivé. C'est arrivé. Strasbourg, je crois. C'est arrivé 10 minutes. Ah, c'est pas normal. On aurait dû voir ça plus. On aurait dû voir ça plus. Donc voilà. C'était qui, Idriss? C'était, je sais plus, mais j'ai fait le compte. C'était juste avant le match de. C'était là, j'ai fait le compte lundi, donc j'ai regardé. Peut-être contre Lyon, non? Contre Lyon. Je sais plus exactement, mais c'était un match avant la Coupe du Monde. Ils ont joué 10 minutes ensemble. Mais avec la blessure d'Harit, le départ de Suarez, le départ de Gerson, ben là ils sont plus que 4 pour 3 postes, donc. Oui. Avec Under. Donc peut-être que Guendouzi va revenir, il va être dans les 3 aussi, mais bon, on aura plus de chances de voir ce trio parce que c'est pas les priorités offensives qui se battent pour venir pour l'instant. On a un message intéressant de Denis et ça va faire le pont avec la prochaine thématique qu'on va aborder, mais toujours un petit peu sur ce thème Tudor. Il nous dit l'animation offensive est frustrante. À chaque coup d'envoi, on se demande qui va marquer des buts dans cette équipe pour qu'un joueur actuel peut atteindre les 10 buts en Ligue 1. Est-ce que les gars, on en parlait aussi, cette variété de buteurs, alors on peut voir ça comme une variété de buteurs, on peut voir ça comme les attaquants ne marquent pas assez. Est-ce que pour vous c'est une force ou une faiblesse d'avoir C'est une faiblesse pour toi, Merwan? Mais largement, parce que quand tu regardes, l'autre jour j'étais allé j'avais regardé différents logiciels de stats, notamment sur FBref. Tu regardes les expected goals que génèrent nos joueurs
Et quand tu regardes que c'est uniquement nos défenseurs qui sont les plus dangereux, ou qui sont parmi les plus dangereux, tu dis, mais il y a quand même un vrai problème dans cette équipe, c'est qu'on n'a pas de joueurs qui soient véritablement influents devant. Et c'est systématique, mais c'est vraiment systématique. Je vais te retrouver la stat, et tu vois que c'est Klose, Tavares, tu as Sanchez évidemment, parce que Sanchez, quand même, je trouve que mine de rien, il a quand même le mérite de beaucoup se démener devant. Mais sinon, mais sincèrement, tu regardes Guendouzi, je crois qu'il est à 1 ou 1,5 expected goals sur l'ensemble de la saison. Ouais, je pensais Harit, qu'il était à pareil. moins. Je pensais qu'il était à moins quand même. Il y a 1,5 but. C'est franchement horrible. Et sincèrement, on est l'équipe de Ligue 1. On est là, je crois qu'on est 12e, on est la 12e équipe à avoir le meilleur buteur qui a le plus de buts. Je crois que c'est 5 buts, et c'est Sanchez et Nuno Tavares en Ligue 1. Il n'y a personne qui a mis plus de buts que ça. C'est honteux. C'est le piston gauche qui est co-meilleur buteur de ton club. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que le mec qui a généré le plus d'expected goals dans ton équipe, c'est Sanchez à 4,5. D'accord. Et en Ligue 1, tu as des Jonathan David, tu as des Terem Moffi, tu as des joueurs comme ça. Et je trouve que si tu veux espérer plus haut cette saison, tu dois aller chercher plus d'incertitude devant, plus de joueurs impactants. Et malheureusement, c'est aussi ça, je pense, qui te coûte l'Europe. C'est bête à dire, mais voilà. Idriss ouais. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis ok qu'il manque un gars capable de marquer à lui tout seul 10 buts, comme dit Merwan. Mais moi, je le vois plus comme une force de tous ces buteurs différents. Moi, je me dis. Tu veux comme il loupe à côté? Tu peux pas te. Un de tes mecs les plus dangereux, c'est Jonathan Klaus, et il en loupe 10 à côté. Parce que c'est pas son poste, c'est pas à lui de le faire. Le truc, c'est que Jonathan Klaus et Nuno Tavares, on est tombé dessus parce que c'est aussi des joueurs qui ont été surresponsabilisés dans notre schéma. Oui, mais ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit ici. On l'a dit ici que c'est pas normal qu'on compte autant sur eux et que sur des matchs, c'est limite que le plan A. Mais par contre, moi, je sais pas. Moi, j'aime bien le fait que le danger vienne de partout, en vrai. Parce que souvent, on nous dit, regarde, quand le peu de fois où on a eu un attaquant ou un mec capable de marquer des buts, ah, mais ils ont bloqué Thauvin et tout. Ah, il fallait que ça soit... La Thauvin indépendance. Ouais, mais regarde, on devait compter sur Ocampos et Germain pour marquer. Faut qu'on trouve un truc pour déresponsabiliser Thauvin. Mais c'est pas du tout pareil. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste de trouver un exemple inverse. Il faudrait placer le curseur entre vous deux. Moi, mais en fait, je vois exactement ce qu'il veut dire. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Il dit pas n'importe quoi. Je suis pas en désaccord complet avec ce qu'il dit. C'est juste que moi, c'est une préférence. En vrai, il a raison. Même, clairement, je vais te dire, il a raison. C'est juste que moi, j'ai une préférence sur la promesse qui m'est faite aujourd'hui de me dire tout le monde est capable de marquer et tout le monde a le droit de rentrer dans la surface pour marquer. Au-delà parce que regarde, tu vois, Mbemba, quand il a le ballon à 30 mètres, il n'est pas à faire la passe à Payet et à reculer. Non, il est dans les 30 mètres, il va dans la surface, il continue son action. Gigot, le premier but contre Toulouse, c'est ça. Le but contre Lyon aussi, c'est ça. Il y a rappelez-vous, les débuts, les premiers matchs contre Reims, avec Tavares et Klose, un il fait 2 passes décisives, l'autre il a 2 buts. Moi, j'aime bien le fait qu'on ne refuse l'offensive à personne dans cette équipe. Mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que en fait, c'est pas ça le constat. Je suis d'accord, c'est juste que j'apportais ma préférence sur un autre point. Non, mais bien sûr, ça me dérange pas en fait ce que tu dis. C'est pour ça. Sur ce point-là, en fait, c'est que moi, je suis très content si tout le monde marque et tout le monde marque beaucoup, sauf que c'est pas le cas. Oui, mais on sait que c'est pas vrai. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on surperforme en fait. C'est que ces joueurs-là surperforment. Mais surtout que ça peut te porter préjudice, c'est que, comme tu dis, Merwan, il te faut un mec tueur devant parce que tu vas pas avoir Nuno Tavares, il va pas te mettre 15 buts dans la saison. C'est ça. Regardez, j'ai retrouvé la stat. Je vous cite. Les expected goals des joueurs, les 10 premiers, ça va être très rapide. Sanchez, 4,2 sur la saison. Cengiz Under, on passe directement à 2,7. Et Cengiz Under ne joue pas beaucoup. Hein. Ouais, il joue pas beaucoup. Nuno Tavares, 2,4. Le 4e, c'est Luis Suarez, 2,4. Le 5e, c'est Klose, 1,8. Le 6e, c'est Dieng. Le 7e, c'est Payet. Ils ne jouent pas, les deux. Les deux ne jouent pas. Ça prouve bien que tu surperformes, en fait, avec les joueurs. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tu marques beaucoup sur coup de pied arrêté, quand même. C'est vrai. Tu vois. Donc, en fait, pour moi, je serais très content que tout le monde marque si on était prolifique, ce qui n'est pas le cas. On va passer aux individualités, les gars. On en a évoqué quelques-unes, mais on va s'y attarder un peu plus précisément. Avec notre rubrique le phénomène et le fatigué. On va essayer de nommer le phénomène et le fatigué de cette reprise, les gars, là, sur ces 2 matchs. Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez envie de mettre en avant particulièrement sur ces 2 matchs? Kolasinac, perso. Et toi, Idriss? Oui, Kolasinac, mais j'avais envie de saluer le retour, le bon retour post-Coupe du Monde de Rongier, moi. Ouais, aussi, ouais. Je l'ai trouvé excellent contre Toulouse et Montpellier, alors que de base, vous savez que c'est pas un joueur qui m'excite le poil. Mais ouais, je l'ai trouvé notamment contre Montpellier, incroyable.
Moi, je l'ai jamais trouvé aussi mauvais qu'on le dise, donc en fait, ça me choque pas en fait qu'il soit à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là, il a quand même fait un match énorme. Mais pour le symbole, c'est vrai que Kolasinac, après, on peut très bien en surligner. Mais pour le symbole, Kolasinac. Tellement plus simple l'an dernier s'il avait été à ce niveau-là. Ah, c'est vrai. Kolasinac pour le symbole, parce que c'était quand même un mec placardisé qui pouvait partir l'été dernier, qui a quand même la tête dans le seau depuis des mois et des mois. Et là, ça se voit qu'il est heureux, que tout le monde est heureux avec lui. Et pour le coup, ça fait vraiment du bien parce que tu as une solution en plus derrière, un secteur que je trouve qui est quand même en déficit de qualité. Et pour le coup, lui revient très bien en termes de rendement. Donc, non, très content pour lui. Et puis, les buts qu'il met, franchement, incroyable. Il est en fin de contrat à la fin de saison, non? Ouais, je crois. Ouais. Il a une année automatique. Ah ouais. En fait, il a signé 1 an et demi avec une option sur une deuxième année. En gros, si le club est OK, le club la lève et il n'y a pas de négociation pour une année supplémentaire. D'accord. OK. Les mauvaises langues diront qu'il se met à... Il rehausse son niveau. Ça peut arriver aussi, hein. Rappelle-toi d'Irola. Un renouvellement de contrat. Rappelle-toi l'Irola. Hein. L'Irola, l'homme le plus prêté du monde qui arrive à l'OM, qui fait 6 mois incroyables, il signe 5 ans et cacabouda derrière. Derrière, plus rien. Les gars, on peut parler aussi du retour, j'allais dire en grâce, peut-être pas autant, mais en tout cas du bon retour de Cengiz Under qui a fait 2 bons matchs, notamment un très bon match face à Montpellier. Il fait une mauvaise première mi-temps, je trouve. Et il est largement meilleur en seconde. Il doit mettre un joli but qui est sauvé sur la ligne. Ouais. Je sais plus qui c'est qui le sauve sur la ligne. C'est pas Christopher Julien ? Peut-être, oui. Et il fait un excellent match à Montpellier. À Montpellier. J'ai beaucoup aimé, et surtout parce qu'en fait, je l'ai critiqué. Et pour moi, ça reste quand même un joueur qui doit partir s'il est remplacé, évidemment, sinon il faut garder. Et pour le coup, demi-saison absolument catastrophique de Under, tant sur le du temps de jeu que des performances, parce que c'est pas vraiment un joueur qui doit jouer à ce poste-là. Mais moi, Idriss, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis d'accord avec Mathieu. Très très bon retour. Je plus sois. Donc voilà. C'est un mot que j'ai rien de plus à dire. Vous me connaissez, j'ai toujours un truc à dire sur tout, mais là, non. Puisqu'on est dans les positifs, les gars, on peut parler de Chancel Mbemba. Alors, plutôt que de dire oui, il est bon, parce qu'il est tout le temps bon, en fait, j'ai envie de vous demander, les gars, est-ce que c'est pas, selon vous, le meilleur défenseur de la saison en Ligue 1 je mets Danso avec, mais ouais. Ouais, franchement, en tout cas, je sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas, c'est crédible comme position. Franchement, ouais, tout le monde pourra y aller de son nom, mais personne pourra dire que c'est une hérésie, ouais. Ouais, je suis. Moi, je mets Danso avec, mais sinon, je mets Mbemba en 1 et Danso en 2. Hein. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, non, il est incroyable. Il est impressionnant et en plus. Incroyable. En plus, moi, ce qui m'énerve, c'est la facilité avec laquelle il joue devant quand il monte. Mais il est de plus en plus fort en plus techniquement, vous avez vu ou pas? Non, mais il élimine les mecs avec une facilité. Mais tu as envie de lui dire, mais quand on est en galère, va devant. Demain, Bailly, il est à 100%. Ouais. Moi, ça me dérange pas de commencer un match avec Kolasinac, Bailly, Balerdi, et devant, Payet, Sanchez et Mbemba. J'imagine la dingue. Mais tu vas prendre des ballons de la tête. Attends, je vais te dire pourquoi c'est pas une connerie. Tu vas prendre des ballons de la tête sur les longs ballons, là, parce qu'en plus, on aime bien jouer long en ce moment. Techniquement, le mec, il est plus technique que Guendouzi. Et frère, tu as vu la frappe qu'il a? J'ai pensé, quand j'ai vu Klose se blesser, et que j'ai vu l'entrée, on va dire, compliquée de Caboret, je me suis dit, putain, Tudor, il va mettre Mbemba à droite. Après, tu te dis, bon, il est tellement important. Tu peux avoir une première info passe ton ballon de l'année. Tudor hésite beaucoup entre mettre Rongier ou le petit Muguet à droite face à hier. Le Camerounais là qu'on a pris. Oui, qui joue piston avec la réserve depuis le début de saison. Pour moi, il était attaquant lui. Il est lié, mais il a joué piston. Il a été replacé piston parce que on demande à la réserve de jouer dans le même système que la une, ce qui n'a pas toujours été facile pour eux. Mais il y a une hésitation. Après, peut-être qu'il se rétractera. On verra demain, parce que demain c'est le dernier entraînement et qu'au final ça sera Caboret. Mais il y a des grosses possibilités pour qu'on voit Rongier à droite. Il sera au moins dans le groupe. Muguet, il l'emmènera sur le banc au moins. Je pense que s'il n'a pas l'idée de le faire jouer directement à droite, je pense qu'il restera tranquille à la maison. Okay. Après, il y a tellement d'absents qui pourraient y être aussi, parce que pour rappeler, ce samedi, il n'y a pas Gigot, il n'y a pas Payet, il n'y a pas Bailly, il n'y a pas Nuno, et il n'y a pas Nuno Tavares, il n'y a pas Klose.
Donc il y a 5 absents en plus de... c'est tout, en plus des absents. Donc voilà. Ok. Ça serait surprenant, mais pourquoi pas. Un minot titulaire, tu penses? Je pense, ouais. Avec tous les absents qu'il y a, ça m'étonnerait parce que sinon, si tu mets tous ceux qui sont dispo, ça voudrait dire que tu vas avec Kolasinac à gauche, Caboret à droite, mais que du coup, parce que Bailly tu le mets au repos, mais que du coup tu irais contre hier à Martigues avec Balerdi, Bailly, Mbemba. Ouais, non, Bailly ça va a pas très jouer. peu de chances de se passer. Donc, moi je pense, si vous voulez mon avis maintenant et pas de ce qu'on me dit, qu'on aura Under à gauche, Caboret à droite, Kolasinac, Balerdi, Mbemba. Mais j'ai un petit truc dans mon cœur qui me fait croire à une titularisation de Yakin Saïd Mamadi. Ça ferait plaisir. Ça ferait vraiment plaisir. Même Ben Seguir devant, j'aimerais bien le voir un petit peu, mais bon. Là, tu peux rêver, mais je pense qu'on aura Kolasinac à gauche, Caboret à droite. Il est pas crédible. Hein? C'est un bon joueur pourtant. Bon, c'est un bon petit joueur. Bon, pour hier, tu peux au moins le mettre à côté de non, mais il va sûrement sans doute rentrer, mais il jouera. Je pense pas qu'il sera titulaire. Ok. Mais sinon, ouais, j'ose espérer qu'on aura Kolasinac à gauche avec Balerdi Mbemba en défense, avec Yakin Saïd Mamadi en stopper gauche. Mais voilà, je me fais pas trop d'illusions. On verra, rendez-vous samedi 14h30 pour les 4 heures de direct sur le Fosséen.fr. Mais pour le coup, malgré le caractère franchement pas intéressant de l'affiche, même si c'est la Coupe de France, j'ai pas entendu. Là, il y a un enjeu. Hein. Ouais, tu peux répéter malgré le fait que voilà. Ouais, je disais, malgré le caractère peu ragoûtant en fait, de l'affiche, et que même si c'est de la Coupe de France, bon voilà, c'est une N2, je crois, hier. C'est une N2. Et ben en fait, t'as un vrai enjeu en termes de rotation d'effectifs et la possibilité de voir quelques têtes qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas en termes de profil à l'OM, c'est-à-dire des minots. Donc c'est vraiment intéressant en vrai que tu poses ces réflexions-là et que tu nous dises que Muguet puisse jouer, que... Il a été essayé à l'opposition aujourd'hui. Il y a eu une partie avec Rongier, une partie avec Muguet. Voilà, c'est pour ça ce qu'on m'a dit. Mais je sais pas ce qu'en pense le staff. Donc on verra demain s'ils reconduisent l'expérience. Et là, ça voudra vraiment dire que c'est pas juste une idée comme ça, mais qu'ils imaginent le faire. Ou alors si Muguet reste dans le groupe des sparring et qu'ils partent, comme je vous ai dit, avec Caboret et Under sur les côtés. Ok. Les gars, c'est tombé qu'on parle de défense parce qu'on en a parlé en début d'émission. C'est ce turnover en défense qui va donc être opéré demain et qui va être forcé même avec certaines blessures. Quel serait votre défense type, les gars? Et quand je parle de défense, je veux les 5. Je veux pas juste les 3 axiaux. Je veux aussi les 5 avec les 2 sur les côtés. Là, vous mettez-vous dans la peau d'Igor Tudor avec aucun blessé, tous les joueurs à 100%. Vous êtes là, vous allez affronter le PSG à domicile. Vous mettez qui comme défenseur? Et on part du principe que tout le monde est disponible. Tout le monde est disponible à 100%. Ok. Moi, je mettrais Gigot Baye Mbemba derrière, avec Tavares et Klaus à droite. Pareil. Mais pas Balerdi? Non. Non. C'est bien, il progresse, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours pas fiable. Et Gigot, moi, j'ai bien aimé. J'ai vu sa première mi-temps contre Tottenham, avant qu'il se blesse. Et je l'ai trouvé très intéressant à ce poste-là. Et je pense que c'est vraiment un bon joueur, malgré ce que certains disent. Et j'ai une théorie, comme quoi le fait qu'il s'appelle Gigot fasse que certains le trouvent nul. Voilà. Non, moi j'ai une autre théorie. On a voulu le faire passer pour un Alvaro à peine meilleur quand il est arrivé. Et depuis, c'est resté dans la tête. Après, ses premiers matchs, c'était pas non plus. Moi, je faisais partie de ceux qui. Quand même, tu voyais quand même qu'il y avait autre chose qu'Alvaro, quoi. Ah, oui, moi non, pas de ouf avec les pieds. Je me disais, oula, lui, ça a l'air d'être fou dans les duels, mais avec les pieds, il a pas l'air. Mais au final, écoute, je suis très content de m'être trompé. Faut avouer, je suis le premier à sortir les fanfares quand j'ai raison. Et il faut bien le dire aussi quand je me trompe. Je te dis, moi, je me suis trompé. Je ne dis pas à vous tous, je parle de moi. Si Bailly est un joueur plus solide, je l'aurais mis à droite. Je vous rejoins sur la défense. Pas de Kolasinac par contre, même s'il revient bien. Bah, c'est dommage, mais oui, si tout le monde est là, non, Kolasinac est sur le banc malheureusement. Ouais. Et du coup, toi, tu mets pas Balerdi, Matt? Non. Balerdi, moi je le veux pas. Le vent serait-il en train de tourner? Ah non, c'est juste que du moment où tu as Bailly, qu'est-ce que tu veux foutre avec Balerdi? Voilà, c'est ça. Moi, Balerdi, si je le mets, c'est entre guillemets libéraux. Même si je vais pas dire ça parce qu'il est pas libéraux. Pourquoi tu le mets là, Mathieu? Parce qu'il est moins bon en axe droit. Pourquoi il est axe gauche, axe gauche. Pourquoi il est moins bon sur mon côté, Mathieu?
Parce qu'il est pas aussi fiable que peut l'être un Bailly. Hein. Ça, oui, ça je te l'accorde volontiers. Hein. Tu as vu comme il est venu te chercher cet enfant. Regarde comme il se frise les moustaches, celui-là. Là. Il se frise les moustaches. Mais tu parles comme un MAS aujourd'hui, toi. Mais je mets Gigot devant Balerdi. Esquive la critique. mais on apprécie quand même Léo. Je parlais avec un scout d'un grand club européen hier. Et il me disait, mais ils ont quoi avec Balerdi à Marseille? Il est nul. Oh, c'est pas vrai ça. J'étais comme ça derrière mon combiné. C'est pas vrai. Mais tu sais que ici, j'en ai parlé aux Phocéens dans les émissions qu'on a faites pendant la Coupe du Monde, mais que Balerdi est sur la même liste qu'Under, sur la liste des mecs à faire partir cet hiver. Ça parlait de l'Ajax, j'ai vu un tweet passer, l'Ajax. Prenez-le. Oui. J'ai vu l'Ajax. Je suis méchant, mais je suis vraiment content de sa première partie de saison, Balerdi. Non, mais en vrai, oui. Le truc, c'est que Longoria aussi, il se dit le club veut capitaliser. S'il y a un moment pour en tirer de l'argent, c'est maintenant. Parce qu'on sait pas. Parce que vu que tellement il est irrégulier, il peut faire 6 mois comme ces 6 premiers où tu te dis, cet été, on en prend 25. Comme il peut replonger complet, et cet été, tu prends rien du tout, et tu te retrouves avec lui dans sa dernière année de contrat, où tu vas te le traîner comme un boulet. Voilà. L'ami Vidam, comme salut dans le chat, il nous dit il apporte pas assez offensivement Balerdi aussi comparé à Gigot et Mbemba. Non, par contre, Balerdi, il apporte plus, je trouve. Moi, je trouve que pour le coup. Il faut. Non. Non, moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que. Et là, tu vois, là, c'est moi qui défends Balerdi, c'est toi qui le tape. C'est pas normal. Mais non, mais tu peux pas dire que Balerdi apporte plus offensivement que Gigot. Non, il apporte pas plus, mais il apporte pas rien. Moi, je trouve. Non, il apporte pas rien, mais il apporte pas plus qu'Mbemba. Moi, tu sais pourquoi? Impossible. Parce que je trouve qu'en tant que stopper, et il a joué stopper contre Tottenham, il a collé les fesses de Son, il a collé les fesses de Kane, et que ça marchait très bien, et que pour le coup, il permet des récupérations très hautes, et derrière de te projeter très vite. Et moi, il m'a surpris dans ce registre-là, parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant quand il jouait très très haut. Donc non, moi j'ai bien aimé. Le monde à l'envers. Merwan qui encense Balerdi, et que moi je critique. C'est terrible. Les gars, en termes de projection, oui, c'est vrai. Voilà, oui, c'est sur la projection que je parlais. Évidemment, il est beaucoup moins fort qu'Mbemba, mais ça. De toute façon, Mbemba est meilleur que tout le monde, donc il n'y a pas photo. Les gars, je vous propose qu'on ouvre une petite page Mercato sur le jingle Mercato. Vas-y, balance-le, ce jingle Mercato, vas-y. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas difficile, on va les trouver, les joueurs. Qui on va aller voir? C'est pas qui on va aller voir, c'est qui va venir nous voir. Bon, ça va, je prends les deux. D'accord. Comment ça? Alors, on va, vous savez que nous, on vous dit tout et on va donner les coulisses. C'est que nous, on n'a pas le retour. Donc, si tu veux, je sais même pas c'était quoi le jingle. Mais c'est la scène du marché dans les collègues. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est bon. C'est la scène du marché dans les collègues. T'as payé les droits pour ce jingle, Yaris? Non, je paye rien du tout. J'embrasse le détenteur des droits des collègues qui m'a mis un coup de pression un jour et auquel je lui ai dit tu peux faire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et il a rien fait du tout. Les gars, on va parler de Mercato. D'ailleurs, on va faire le lien avec ce qu'on disait avant. On en a un petit peu parlé, on a un petit peu répondu à la question, mais je la pose quand même. Est-ce que la bonne série actuelle et ce début d'année, on va dire, plutôt probant, fait-elle relativiser, selon vous, les gars, les besoins du club sur le Mercato hivernal là? Ou pas du tout, il faut quand même encore se renforcer à tel effort. Pas du tout. D'ailleurs, il m'a fait rire, Igor, quand il a dit on pourrait rester comme ça, on marque suffisamment. Je pense que c'était de l'ironie, j'espère. Parce que vraiment, pour moi, c'est une condition sine qua non au fait qu'on chope le podium en fin de saison. Et le fait qu'on perde Alexis aussi assez tôt, parce que je trouve que son rendement est de moins en moins bon, malheureusement. Même si dans le jeu, il y a encore de belles choses. On l'a encore vu contre Montpellier, contre Toulouse aussi. Et je pense que tu as nécessairement besoin de te renforcer parce que Harit se blesse, parce que Gerson part, et tu as surtout besoin de joueurs impactants devant, de joueurs qui vont te permettre justement d'être influents dans le dernier tiers, donc qui vont être intéressants par la passe ou par le dribble, et d'être aussi une menace à mi-distance, donc, ou dans la surface, avec des belles projections. Donc des profils plus adaptés, un peu plus de densité en termes de rotation, parce que tu peux pas passer du coq à l'âne quand tu changes un joueur, quand tu passes de Guendouzi à Under, de Under à Dieng. Bon, tu as besoin d'un peu plus de cohérence devant. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Oui, moi je pense qu'il manque un... Je sais pas s'il manque vraiment un neuf. Si c'est vraiment un neuf qui manque, je sais pas. J'ai envie de dire oui, mais je crois pas forcément, donc je sais pas. Mais par contre, il manque un créateur. Ça c'est sûr. Ce créateur, j'attendais que ça soit Under, dans cette nouvelle position un peu plus axiale. Tu veux dire quoi par créateur ?
quelqu'un qui peut trouver un partenaire ou créer un espace par le dribble ou la passe. Ok. Un Minarit, par exemple. Ok. Ouais. Même si Harit, même quand très très bonne des premières parties de saison, mais on restait quand même parfois sur notre fin, on le trouvait pas assez décisif, même si dynamiteur par moment. Bref. Mais voilà, j'attends un joueur capable de créer, de pas forcément attendre la passe ou le surnombre pour être dangereux. Ok. Voilà, un joueur avec un Ok. peu plus de personnalité balle au pied. C'est le mot un peu passe-partout. Je comprends, mais pour moi, tu vois, ce profil-là, il vient après un mec capable de faire reculer le bloc adverse. Parce que tu vois que Sanchez, souvent, il récupère la balle, il y a 4 mecs autour de lui. Très très loin. Il fait 1m72, 73, et derrière les mecs qui sont encore plus derrière, il est souvent tout seul, tu vois. Moi, un mec capable d'attaquer la profondeur et en même temps d'être intéressant balle au pied, propagande Kelly Iheanacho, ça serait franchement pas mal. Matt, t'en penses quoi? Moi, je rejoins plutôt Idriss. Pour moi, ça manque encore de créatif devant. On n'a pas Under, on n'a pas les gars. Ouais, mais Under, au final, il en a le profil, mais il n'en a pas les performances. Voilà, pour moi, Under, en plus, c'est même pas un créatif pour moi. Under, c'est même plus un joueur déséquilibrant qui va t'apporter par la percussion, par le dribble, par le centre, mais la créativité, celui qui va te faire la bonne passe, qui va trouver le bon décalage, je vois pas Under dans ce profil. Payet, Après, ils vont en prendre 2, hein. Normalement, ils vont en Après, prendre tu deux, peux en prendre 2, oui. Oui, exactement. Non, La piste la plus chaude, les gars, c'est celle qui dure depuis cet été avec Ruslan Malinovski, l'Ukrainien de l'Atalanta, dont on parle beaucoup encore cet hiver. L'OM est toujours en phase de négociation des infos que j'ai, mais j'ai de fortes raisons de croire que ça va pas se faire du tout. Ouais, ça pue un peu aussi, ouais. Je trouve que ça pue un peu. Lui, il semble privilégier la première ligue en plus. Il est pas mal obsédé par ça, donc... Ouais. Je pense qu'il est même prêt encore à attendre 6 mois de plus sur le banc de l'Atalanta pour y aller plutôt que de venir chez nous. C'est dommage parce que ça serait un bon joueur. Moi, je pense vraiment que Longoria est en train d'attendre et qu'il le sait. Et qu'il sait que Tottenham. Je pense qu'il veut saisir l'opportunité du fait que Tottenham ne veut pas mettre les pions en fait, dessus. Il y a juste, je pense, qui pourrait rafler la mise, c'est peut-être West Ham, s'ils mettent l'argent. Mais Tottenham, mais vraiment pas chaud pour mettre l'argent. Donc à voir, mais ouais, moi je suis un peu énervé par le fait que cette piste c'est la même depuis l'été dernier, alors qu'on sait très bien qu'il veut pas venir. L'OM c'est un plan C dans sa tête, et je trouve qu'on devrait aller voir ailleurs en fait, tout simplement. Ou j'espère en tout cas, et je pense qu'il y a d'autres pistes qui sont explorées. Yanis qui propose Thomas Lemar. Thomas Lemar, après 5 ans de légion étrangère sous Diego Simeone, il peut bien être ce créatif qui dort compatible. Moi, Thomas Lemar, je suis complètement fan, Yanis. Donc, je sais pas quel est. Parce qu'il a re-signé avec l'Atlético il n'y a pas longtemps. T'es sûr? Donc c'est quasiment sûr. Je pense qu'en 2021, je pense. Si je dis pas de bêtises. Franchement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au début de la saison dernière. Mais j'ai en tête le truc de Lemar qui re-signe. Et pour aller le sortir de son salaire madrilène, mon pote. Alors attends, Thomas Lemar, on va aller sur Transfermarkt qui est toujours très bien informé sur les contrats des joueurs. Thomas Lemar est en contrat jusqu'en juin 2023, il n'a pas prolongé. Il n'a pas prolongé, donc il a signé après la Coupe du Monde 2018, donc non, il n'a pas prolongé, je dis de la merde. Mais écoute, il est en fin de contrat, écoute. De quoi, pardon? J'ai vu des articles où ça parlait d'une prolongation l'été dernier. J'étais quasiment sûr que ça avait été fait, mais bon, c'est pas grave. Écoute, moi en vrai, et puis Thomas Lemar, tu peux l'avoir dans les 3 de devant et en piston. Hein. Ouais, mais putain, en piston quoi. Non, mais oui, il faut le prendre, Thomas Lemar. Mais bon, je te dis la vérité. Je suis pas sûr qu'on mettra les pions. Un mec à son pied gauche, franchement. Ouais, mais je préfère avoir un mec qui a son cerveau et son pied gauche devant, tu vois. Bon, après, c'est une histoire de goût, non, mais bien sûr. Je pense qu'il est dans la mauvaise équipe avec un coach qui l'utilise mal. Comme il utilise mal 80% de ses joueurs, Diego Simeone, malheureusement. Mais je suis fan, attention, mais bon, bref. Mais du coup, je pense que Thomas Lemar, il a besoin d'un petit reboot et qu'il peut être notre Guendouzi bis, tu vois, le mec qu'on va chercher dans un gros club mais qui joue plus et à qui on redonne un goût à une carrière et à qui Morgan Sanson et on renvoie un peu vers le maillot bleu. De quoi? Morgan Sanson, d'ailleurs, le club a dit non. Mais personne. Ça c'est Morgan Sanson qui envoie lui-même des trucs à ses copains journalistes pour dire dites qu'ils sont intéressés. Moi j'ai mis mon veto. Mais Longoria, mon pote, j'ai failli dire une dinguerie. J'ai failli m'envoyer en prison. Non, Longoria, il a fait une fête incroyable le jour où Villa a payé les 20 millions pour Sanson.
Ouais, bah tu m'étonnes. Non, hein. jamais de 14, la je vie. crois. Non, mais je veux te dire, c'est que ça a jamais été mis sur la table un retour possible. Même le resto avec Sampaoli, là, c'était plus parce qu'il avait demandé à voir Sampaoli. Sampaoli l'aime bien, donc il a dit allez si tu veux. Mais Sampaoli, il a même pas osé en parler à Longoria. C'était impossible. Qu'est-ce qu'il est nul. Enfin, Il voilà, est bon, mort. bref. Il est... Les gars, il y a eu d'autres rumeurs, et celle qui aussi depuis cet été, hein, on avait parlé déjà cet été, c'était celle qui menait à Zedine Ounahi, hein, le milieu marocain, alors qu'il a fait en plus une Coupe du Monde extraordinaire, donc forcément sa cote va augmenter. On en parlait un petit peu moins là ces dernières semaines. C'est non, c'est non, et je vous le dis d'infos sûres, je vous en parlerai d'où je le sais, c'est non 100%. 100%, donc 100% c'est non, Pareil. c'est 100% non. C'est bien dommage. Et ça fait au moins une semaine. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mort de chez mort. Ouais, ils ont. Je sais qu'il y a quelqu'un à l'OM qui a grincé, enfin qui a rigolé face au montant qui était avancé dans la presse. 25, Angers 25. demande de 25. Non, mais pas dans la presse, en vrai. Ah. En vrai, je crois que c'est. Je N'importe sais quel plus, autour de c'est 20. 18 ou 22. Mais c'est un des deux, c'est sûr. Parce Et, qu'il y a quelqu'un qui. Bon, bref. Le Tu l'as prix su, demandé par Angers, c'est 18 ou 22. Et l'OM ne veut pas mettre cet argent parce qu'ils sont sur Ounahi depuis des mois, hein, contrairement à ceux qui ne connaissaient pas le joueur et qui pensent que l'OM s'est extasié devant les matchs de la Coupe du Monde. Et c'était moitié moins. Non, ils minimum. ont voulu accélérer à la Coupe du Monde. Mais Putain, moi, je c'est- sais pas si j'en ai parlé en émission, mais en tout cas, Mathieu sait que j'en avais parlé depuis un moment. En marge d'Angers-OM, Longoria avait déjà parlé d'Ounahi à son entourage et tout. Et quand l'agent d'Ounahi avait dit on peut essayer de faire ça pour cet hiver, voilà, il a un peu rigolé en disant doucement, on va attendre plus de matchs. Et bon, après, il y a eu la Coupe du Monde. Mais voilà. Mais l'OM, c'est vrai qu'il était dessus depuis un bon moment. Ouais. Ouais, il y a même Bentaleb d'ailleurs et Bouffal. Mais à voir, Bentaleb, je pense que c'est toujours d'actualité. Ou ça, en tout cas jusqu'à il y a peu. À voir, franchement. Je pense qu'une recrue milieu de terrain, c'est plus vraiment la priorité actuellement parce que Gay est bien revenu quand même. Et je pense qu'il est revenu dans la rotation. Après, c'est vrai que même numériquement, il manque un joueur, je pense, milieu de terrain. On a parlé de Ludovic Blas aussi. Alors là, pour le coup, c'est pas réalisable. C'est faux, pareil. C'est faux aussi. Même, je vous dis, sur Là, c'est qu'il y a tout le monde qui envoie des saucisses dans tous les sens pour essayer de placer ces gars, mais non. Ludovic dommage Blas, aussi. c'est faux. Bien dommage. Très fan du joueur ici, Ludovic Blas. C'est faux, il les partira gars, pas cet été. On va parler un petit peu des départs. Alors avant les départs, il y a quelqu'un qui est revenu et là, je peux vous dire qu'avec ça, on est sauvé. Puisque, sachez-le, Conrad de la Fuente est revenu à Marseille. Non, c'est pas Conrad de la Fuente, 6 mois de Mathieu. prêt. C'est pas Conrad de la Fuente, Et Mathieu. à l'Olympiakos. Idriss, prononce-le bien, s'il te plaît. Dans cette émission, on dit Conrad de la De la Fuente. Fuente. Eh bien, sachez qu'il va revenir à Marseille, messieurs. Après 6 mois de prêt infructueux à l'Olympiakos. L'ailier américain qui, bon, je pense qu'il va rester en transit. Hein. Il va repartir aussitôt. Est-ce qu'on le relancerait pas, Conrad de la Fuente, les gars? Je plaisante, évidemment, je plaisante. Mais imagine le couloir gauche Conrad Nuno Tavares. Waouh, 100% ballon. Non, mais imagine quand même. Je te rigole, mais imagine quand même. Les gars, au rayon des départs, est-ce qu'on peut s'attendre à des départs surprises? On a parlé de Guendouzi, on a Juste parlé pour de répondre à Yanis, Mathieu, dans le chat, il demande rumeur de l'or. Non. De l'or à l'OM, en l'état, non. De l'or, c'est plus vers le golf. C'est plus vers le golf qui se dirige, tout simplement parce qu'il demande beaucoup et que c'est les clubs les plus chauds. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a eu des petits bruits aussi sur Delors. En difficulté, l'ami Delors cette saison. Je peux te jurer qu'après l'histoire Bamba Dieng, oui, en plus. la passerelle entre l'OM et Nice va pas se faire mettre du de temps. suite, Elle va mettre du temps à se reconstruire. Pas de suite. Ouais. Donc les gars, sur les départs, qu'est-ce que tu peux nous dire, Idriss? Tu as quelques billes là sur les départs côté OM. Avant la Coupe du Monde, le truc c'est qu'on fait tellement moins d'émissions cette année que je sais plus où est-ce que je le dis parce que je suis tout le temps au Phocéen. Mais il y avait une liste de joueurs que Longoria aimerait faire partir au meilleur prix cet hiver. Gerson et Luis Suarez en faisaient partie. C'est fait. Cengiz Under et Leonardo Balerdi sont les prochains sur cette liste. Je peux même vous dire que si opportunité de piston il y a, se pourrait qu'Issa Kabore ne finisse pas la saison à l'OM. Parce que le club n'est pas du tout satisfait de sa progression et de son rendement. Que Nuno Tavares, ils veulent pas. Attends, mais Kabore doit être vraiment nul aux entraînements aussi pour que ce soit ça, parce qu'il n'a pas eu. Pas terrible.
Pas terrible, pas terrible. Et ils veulent éviter une Saliba bis, c'est-à-dire de se retrouver face à Arsenal début juin en disant regardez votre joueur, nanana. Et ils aimeraient clôturer Nuno Tavares le plus tôt possible. Ils veulent l'acheter? Pas à 30 millions, pas à 20 millions. Mais ils veulent voir, parce qu'Arsenal fait une tellement bonne saison, ils se disent qu'après un coup de champagne, après une victoire contre City, Nuno Tavares, 2 millions, allez, ça passe. Ouais, et puis ils iront taper plus haut que Nuno Tavares. Voilà, c'est ça, que quoi qu'il arrive, ils ont déjà Zinchenko et Tierney qui sont meilleurs que Tavares. Oui, voilà, ils n'en ont pas besoin. Franchement, ils n'en ont pas besoin. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec Tavares? Le mec, c'est toujours pas défendre après une saison en Ligue 1. C'est Marcelo, hein. J'ai dit pendant 15 minutes dans un match, Nuno Tavares, c'est Marcelo. Ouais, mais après, le truc, c'est que ça dure 75 minutes un match. Et que c'est 15 minutes un match sur 4. Hein. Après, ça devient Philippe Etchebest. Non, mais il sait pas défendre. Arsenal, Mathieu le sait mieux que moi. Arsenal, ça prend vague sur vague aussi. Non, donc, surtout ton latéral gauche, il doit être solide défensivement parce que devant Bukayo Saka, il n'a pas que ça à foutre de venir t'aider. Donc, bref. Dans le sens des départs, du coup, Leonardo Balerdi, ils ont sondé toute la Serie A. Il y a un intérêt de l'Ajax Amsterdam. À quel niveau, je ne sais pas aujourd'hui, pour être honnête. Qui t'a dit, pardon, Balerdi? Pour Balerdi, oui. Okay. Pour Cengiz Under, pour le coup, ça se dispute un peu moins. Il y a un truc avec un club turc, mais Under est pas du tout chaud. Et il aimerait bien retourner en Italie. Et il y a des discussions qui sont en cours entre l'OM et Under pour que Under vienne avec un club et que l'OM essaye de trouver une porte de sortie. Mais l'OM ne sera pas très gourmand sur Under. On rappelle que le joueur est venu pour 7 millions d'euros cet été. C'est quand même un gâchis énorme. Hein. Lui, si tu viens de la continuité, partez pour 3 fois plus. Après, la pression, elle est beaucoup moins forte sur Under que sur Balerdi, tu vois, par exemple, sur un départ. Ouais, okay. Alors qu'on pourrait croire que Balerdi est plus important, et c'est vrai, hein, dans le système Tudor, je pense que s'il a un choix à faire entre les deux, Tudor, il va garder Balerdi. Mais le club se dit que Balerdi, c'est maintenant. Ouais, bah tu m'étonnes, hein. Tant que l'illusion elle peut être possible à créer sur le marché des transferts, t'en tireras. La mariée n'a jamais été aussi belle quand même. Voilà, donc c'est pour ça que le club essaie de s'activer. Et mais par contre, Igor, qui se laissait un peu driver par Pablo cet été, se demande par contre à ce qu'il n'y ait plus de départ là après le départ de Suarez et Gerson jusqu'à ce qu'il y ait une arrivée. Okay. C'est qu'il trouve le groupe là très 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 light, donc il veut d'abord une recrue. Oui, il l'a dit en conférence de presse, il a dit on était en petit comité aujourd'hui. Voilà, donc oui, parce qu'il y avait pas mal d'absents, pas mal de joueurs laissés aux soins, donc voilà. Il a bien fait comprendre à Pablo Longoria que il avait besoin de compter sur tout le monde. Est-ce qu'il y a un départ prévu là pour Simon Ça parlait d'un prêt. Après, je ne comptais pas. Oui, je le comptais pas dans ce groupe malheureusement. Vous savez tout l'amour que je porte à ce joueur. Mais oui, Simon Ngapan de Tnbou est en recherche d'un club en Ligue 2. Ça discute avec Valenciennes. Ça a discuté avec Valenciennes cet été. Après, il y a une petite blessure. Non, cet hiver, moi je te parle. J'ai pas les mêmes infos. Bah, apparemment. Mais écoute, de toute façon, moi, peu importe l'identité du club, je veux juste qu'il joue. Valenciennes, en fait, aime bien son profil pour remplacer l'Arsenal qui part à Saint-Etienne, mais c'est vrai qu'il y a d'autres noms qui viennent avant. Je suis convaincu que ce joueur a quelque chose à offrir et qu'on aurait pu lui faire plus de place. La place qu'on donne à Ruben Blanco, on aurait pu la laisser à lui cet été. Mais bon, après, c'est personnel. Donc oui, il devrait partir, oui, en prêt. Et Bamba aussi, peut-être. Hein. Bamba, c'est de moins en moins à l'ordre du jour. Plus d'une prolongation, peut-être. Mais voilà, c'est d'abord la prolongation, mais il y a plus de chances de le voir partir cet été que cet hiver. Après, tout est relatif. Là, on parle des joueurs que le club aimerait faire sortir. Maintenant, s'il y a une offre à 20 millions qui vient pour n'importe quel joueur de l'effectif, il part. Oui. Donc, même un Guendouzi à 20, ça part. Ouais, allez, 25. Mais, mais voilà, je pense que vous avez compris. Guendouzi, je le vends, perso, les amis. Mais voilà, si ça permet derrière de... Mais putain, parlons un peu des arrivées, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment le débat. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que Malinowski devant qu'on peut connaître? Et je suis honnête, j'ai beaucoup de noms, mais j'ai rien de sérieux. J'ai pas envie de les envoyer là comme ça. J'ai pas de truc où les gens me disent il y a un rendez-vous avec l'OM, il y a ça, il y a ça. Il y a que ils sont intéressés par un tel, il y a un tel, il y a un tel. Okay. Mais pour parler d'un nom, allez, parce qu'à la limite c'était une piste de cet été qu'ils essayent de faire cet hiver, mais ça va être très compliqué. C'est Alassane Plea. Okay. Alassane Plea, ils étaient quasiment d'accord avec toutes les parties. Et c'était ce qui aurait dû se faire si le départ de Bakambu et de Dieng avait été réglé plus tôt. Plea aurait été marseillais. Maintenant,
Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie de Pléa depuis, dans les demandes aussi de Gladbach. Je pense pas que ça se fera, mais l'OM y travaille. Ok, pourquoi pas. Après, avec quelle ardeur ils y travaillent, je sais pas. Je suis très honnête avec vous. Vous savez, quand je suis sûr de ce que je dis, je le dis. Là, je sais pas. Ok, ça marche. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, messieurs, sur ce mercato. Parce que, juste une dernière chose, c'est vrai qu'il y a eu un média chilien qui a parlé d'une possibilité de départ d'Alexis Sanchez. C'était assez surprenant. Vous y croyez, les gars J'y crois pas des masses. Moi, je crois pas des masses, mais pour moi, c'est pas improbable. C'est pas improbable. Je pense pas que, en fait, j'y crois pas. Je crois pas que l'info. Je pense pas qu'il ait pris sa décision maintenant. Par contre, oui, il pourra complètement partir cet été. Il a qu'un an de contrat de toute façon, non? Ou il a 2? 2 ans. Il a 2 ans. 1 plus 1. 1 plus 1, non? Ouais, c'est 2 ans, mais voilà, tu connais les conditions. Si on se qualifie en Ligue des Champions, il n'y aura pas de problème. S'il est terminé une fois sur le terrain, c'est prolongé. Si on finit 4ème et qu'il a quand même mis ses 8 buts en deuxième partie de saison et qu'il est content, il va te dire allez, ça va, je reste. Si tu finis 4ème, qu'il est pas content de sa place et qu'il a une offre en MLS ou encore mieux en Liga, il ira là-bas. Écoute. Une offre de Colo-Colo. Je pense pas qu'il ait envie de suite de encore de la U des Chile. La Universidad. On le sous-utilise, hein. C'est encore un très bon joueur. Hein, je trouve. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on demande le triangle Payet-Sanchez-Dieng. On en rêve. Tu lui mets un attaquant avec lui pour combiner un peu plus, parce que déjà tu vois qu'on combine avec Harit. Tu te dis mais pourquoi il est le deuxième avec qui il doit combiner, c'est Guendouzi, putain. Ça peut faire trop mal. Ah ouais. On attend. Restez gentils, on va attendre la fin de saison. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci, messieurs, c'était très agréable. On remercie tous ceux qui étaient avec nous, Gros Nono, Yanis, Vida, Marseille, la famille. Voilà, vous êtes toujours fidèles au poste. Sombrero qui est passé nous voir aussi. Merci, les gars. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et à ceux qui nous écoutent en podcast. Eh bien, merci d'être fidèles. Ils sont nombreux, donc merci de nous être fidèles. Même si on n'est pas aussi régulier qu'on le voudrait, mais écoutez, c'est les aléas de la vie et de Passe ton ballon. Les gars, on se retrouvera dans quelques semaines pour évoquer la suite de cette saison, de cette deuxième partie de saison, avec des beaux matchs qui arrivent. Même si le calendrier est plutôt facile pour l'instant, il va y avoir de beaux matchs. Ça va commencer à se corser. Là, il y a Monaco, Nice qui va arriver, Paris aussi, je crois, fin de février. Donc, il y aura des choses à dire, messieurs. Ouais, il y aura des choses à dire. Donc, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis allez l'OM, hein. Allez, hein, tout ça. Allez l'OM. Allez l'OM, salut tout le monde. Marseillais, écoutez l'hymne boritien. Aux collègues, passe ton ballon. Qu'on la mette au fond. Fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Passe ton ballon. Qu'on le mette au fond. Voilà, c'est ça, les gars. Bien dit, ça, fiston.